Belgrade, 25 mai 1987. Cela fait 7 ans que Tito est mort. Pourtant, chaque année, le peuple yougoslave continue de célébrer son anniversaire. Le 25 mai 1987, ce sera la dernière fois. Kao što vidite, kolo je krenulo složno. Ali nešto počinje da se dešava. Dobro, gde je to ono složno kolo na početku? Zašto se kola jedno po jedno polako odvajaju? Evo, Srbija se odvojila, pa Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Jedna po jedna republika i pokrajina se odvaja. Zašto igramo 8 različitih kola? Zašto igraju kola na svoje nacionalno prepoznatljive melodije, a ne igraju zajedno? Čini se da nismo sjedinjeni kako bi trebalo da budemo. Ovo shvatamo kao upozorenje, doduše razigrano i raspevano. Avec la mort de Tito, le 4 mai 1980, la Yougoslavie découvre une situation institutionnelle inédite depuis sa création en 1945. Celui sur qui reposait tout le système n'est plus. Le pays entre dans l'inconnu. Le gouvernement fédéral s'est trouvé dans une situation très difficile après le décès de Tito, puisque c'est lui qui, en fin de compte, tranchait en cas de conflit idéologique ou d'intérêts divergents entre les républiques. Il était en quelque sorte l'arbitre suprême. Il tirait sa légitimité de ce rôle particulier qu'il s'était accordé. En fait, il était au-dessus du système politique lui-même. Sa place et son rôle étaient si particuliers que la Constitution, après sa disparition, a interdit à quiconque d'avoir autant de pouvoir. Et après sa mort, les républiques et les provinces se sont trouvées dans une situation inédite de devoir négocier entre elles. Et cela était déjà en soi problématique. Moins d'un an plus tard, le pays connaît sa première crise institutionnelle et politique. Où ça? Au Kosovo. Depuis la Constitution de 1974, cette province, qui dépend de la République de Serbie, bénéficie d'une large autonomie. Elle s'est vue concéder par Tito les mêmes pouvoirs que ceux exercés par les autres républiques, mais sans en obtenir le statut. Et cela, les Albanais, qui représentent désormais près de 80% de la population, ne le supportent plus. De son côté, la République de Serbie n'a jamais accepté l'autonomie du Kosovo. La province autonome du Kosovo était représentée au Parlement serbe, mais la Serbie n'avait aucune représentation au Parlement du Kosovo. Il y avait donc un déséquilibre qui pesait en faveur du Kosovo. Et les Albanais exigeaient que le Kosovo ne soit pas une province, mais une république. C'était une différence constitutionnelle qui avait une certaine importance. Il y avait de la résistance de la part de la Serbie, comme vous pouvez l'imaginer. Des États confrontés à un mouvement indépendantiste ne réagissent pas très bien. En mars 1981, la province s'embrase. Des émeutes éclatent à Pristina, la capitale. Si la situation économique du Kosovo, région la moins développée de toute la Yougoslavie, exacerbe aussi les tensions, pour beaucoup d'Albanais, leur combat est d'une toute autre dimension. Je ne pense pas que ces différences économiques étaient la seule cause de la volonté des Albanais de se séparer. Je pense que les Albanais revendiquaient avant tout leur autonomie et leur indépendance parce que beaucoup d'entre eux ont considéré que la création de la Yougoslavie, c'est-à-dire le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, était un produit artificiel créé par Versailles au détriment des Albanais. Il s'agit vraiment d'une histoire de différence culturelle.
Dans cette façon de voir, on a d'un côté les Slaves du Sud et de l'autre les Albanais, qui ne sont pas du tout des Slaves. Ils exigeaient que le Kosovo devienne une république égale à toutes les autres. Ils souhaitaient que l'on valorise le Kosovo. À cette occasion, ils se sont mis à scander des slogans fortement nationalistes qui ont inquiété beaucoup de Serbes, mais aussi les autres Yougoslaves. La présidence yougoslave, qui comptait 8 membres et prenait des décisions collégiales, décide d'engager l'armée populaire yougoslave contre les manifestants au Kosovo. Pourquoi? Parce que l'on considérait que la création d'une république n'était qu'un pas en direction de la sécession. Aucune des 6 républiques, pas plus la Serbie que les autres, n'est prête à accepter une scission de la Yougoslavie. La répression menée par l'armée fédérale est brutale. Des dizaines d'Albanais sont tués. L'état d'urgence est imposé et l'Assemblée du Kosovo suspendue. L'unité de la Yougoslavie est préservée, pour le moment. Un autre mal menace la cohésion du pays. Un mal plus profond et insidieux que le séparatisme albanais. Un mal qui va en quelques années fracturer la société yougoslave. La crise économique. Les Yougoslaves ont très bien vécu dans les années 70, mais en grande partie avec beaucoup d'argent emprunté. Il y avait donc une dette extérieure conséquente, et le pays n'était pas capable de la rembourser aux conditions initiales. Le Fonds monétaire international est arrivé et a mis la Yougoslavie sous ce qu'on appelle maintenant un régime d'austérité. Et un régime d'austérité, ça cause bien des souffrances économiques et sociales. En Yougoslavie, au début des années 80, les gens ont été soudainement confrontés à cela. Ils ont connu la pénurie des produits de consommation, chose qu'ils n'avaient pas vécue depuis les années 60. De cette époque, je me souviens des restrictions de la circulation. Si la plaque de votre voiture portait un nombre impair, vous aviez le droit de rouler le lundi, le mercredi et le vendredi. Si vous aviez un nombre pair, vous pouviez rouler le mardi, le jeudi et le samedi, et le dimanche en alternance. Les autorités ont pensé que le rationnement ne fonctionnerait pas. Ils ont distribué des tickets. Ça n'a pas marché non plus. Alors ils ont rationné par les prix, et ils ont laissé les prix s'envoler. Bien sûr, tout le monde s'est plaint de l'inflation. Mais les gens devaient acheter du café, du sucre, de la lessive. Alors ils ont fait avec. La Yougoslavie s'enfonce dans la crise. Le chômage augmente. Partout, des grèves éclatent. Et l'inflation explose. Elle passe de 18% en 1981 à 1250% en 1989 et même 2600% l'année suivante. Završavam tako radni staž da ću otići u penziju sa prosječnim štapom. Je li to sramota? Ja radim u ovoj radnoj organizaciji od 61. godine i platu sam ovu primao pre 2 godine veću nek sad. Juče sam primio platu od 5.800.000 i da li možem ja da živim od toga? Dans le cadre de ce régime d'austérité, vous aviez des régions qui s'en sortaient mieux que d'autres. La Slovénie et la Croatie étaient plus développées. Elles tiraient des avantages importants de leur position en Yougoslavie et de son système de fonctionnement. La Slovénie en particulier, puisqu'elle était frontalière avec l'Autriche et l'Italie d'un côté, et de l'autre avec le reste de la Yougoslavie. Le marché fermé de la Yougoslavie fonctionnait très bien. Les marchandises pouvaient être vendues à des prix élevés au sein de la Yougoslavie, puis proposées à prix cassé dans des pays comme l'Italie. Vous avez un lien complexe qui existe entre la contestation sociale qui caractérise les années 80, les grèves, les manifestations, et le réveil des nationalismes. Ce lien complexe, vous pouvez le comprendre si vous mettez au cœur de l'analyse tous les systèmes de réallocation des ressources qui existent dans la fédération. Les querelles concernant l'économie, la question de savoir quelle république exploite les autres
était constante. Tandis que les Slovènes estimaient donner trop d'argent au Fonds pour les républiques et provinces sous-développées, les Serbes, les Bosniaques et les Macédoniens affirmaient que la Slovénie exploitait les autres. C'était une situation très malsaine. La société prenait vraiment un mauvais chemin. Devant l'incapacité des autorités fédérales à réformer le système hérité de Tito et à lutter contre la crise, chaque république se replie sur elle-même et commence à envisager l'avenir en fonction de ses propres intérêts. Le poison du nationalisme se répand dans toute la Yougoslavie. Nous pouvons donc dire qu'à cette époque, la Yougoslavie s'était déjà désagrégée en tant qu'entité économique. Le démantèlement total interviendra, lui, pendant l'été 1990. Donc la Yougoslavie s'est d'abord désintégrée économiquement avant de se désintégrer politiquement. En 1987, un certain Slobodan Milosevic entre en scène. Âgé de 46 ans, il est un des principaux dirigeants de la Ligue des communistes de Serbie. Le grand public ne le connaît pas encore. Il n'était qu'un apparatchik communiste relativement effacé. Un fonctionnaire qui avait travaillé dans des banques, il aurait pu devenir un réformateur. Si on lit les articles du New York Times ou les analyses des diplomates occidentaux, lors de la première étape de sa carrière, on voit que certains voyaient en lui le Gorbatchev potentiel de la Yougoslavie. Fin avril 1987, Milosevic est à Kosovo-Polier, une petite bourgade située à quelques kilomètres de Pristina. Il vient rassurer la minorité serbe du Kosovo, inquiète pour son avenir. Le rassemblement tourne mal. La police, composée surtout d'Albanais, est accusée par des manifestants de frapper la foule. Ces quelques mots, prononcés devant une caméra de télévision, changent tout. C'est la première fois qu'un dirigeant serbe de Belgrade associe publiquement son sort à celui des Serbes du Kosovo. Plus rien ne sera jamais comme avant. En Yougoslavie, la règle était de ne parler que du nationalisme de son pays, pas de celui des autres. Si on était croate, on pouvait critiquer le nationalisme croate. Les Serbes pouvaient critiquer le nationalisme serbe. Mais Milosevic s'est mis à critiquer le nationalisme albanais. Là, il a brisé un tabou et il a commencé à se servir du nationalisme comme d'un capital politique et stratégique. C'est ça qui l'a catapulté dans l'orbite politique. À partir de ce moment, il n'est plus seulement un apparatchik communiste comme jusqu'alors, mais un homme en qui les Serbes ordinaires, pas seulement les communistes, commencent à avoir confiance. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Milosevic devient ce jour-là le nouveau héros des Serbes du Kosovo. Son irruption sur la scène politique ne doit rien au hasard. À Belgrade, beaucoup sont prêts à le suivre. Un texte explosif circule alors dans les milieux intellectuels et politiques serbes. C'est un mémorandum rédigé par des membres de l'Académie des sciences et des arts de Serbie. Ce document était d'une part une critique de la politique économique yougoslave, mais également une critique de la politique nationale, ou plus exactement, une description des droits insuffisants des Serbes en Yougoslavie de leur point de vue. Le document en lui-même était très ennuyeux. Il comportait plein d'expressions communistes.
mais il contenait un terme problématique qui apparaissait bien trop souvent, celui de génocide. Il y avait clairement une intention nationaliste derrière l'utilisation du mot génocide. L'affirmation que les Serbes étaient exposés à un génocide culturel en Croatie et au Kosovo n'était pas du tout justifiée et se trouvait très loin de la réalité. Ce document témoigne donc du fait que la nation serbe se considérait alors comme victime et qu'elle avait développé une narration nationaliste autour de ce sentiment de victime. Milosevic va s'inspirer directement des thèses nationalistes développées dans le mémorandum pour bâtir sa stratégie de conquête du pouvoir. Avec un message simple: les Serbes sont menacés partout aujourd'hui, au Kosovo et dans les autres républiques, comme ils l'ont été hier durant la Seconde Guerre mondiale. Lui seul saura les protéger. Pour transmettre son message, il commence par mettre la main sur les médias. Les médias étaient l'instrument clé du pouvoir de Milosevic. Ce n'était pas en premier lieu la presse écrite, mais la télévision. Parce que dans les villages serbes, personne n'achète les journaux. Les gens regardent la télévision, surtout la chaîne nationale. Il a consacré beaucoup de son énergie à prendre le contrôle de la télévision. Celui qui contrôle le passé peut contrôler le présent. En ce sens, au milieu des années 1980, les intellectuels de Belgrade ont commencé à déterrer des secrets que les communistes avaient dissimulés. Pour la première fois, on commence à parler publiquement du génocide contre les Serbes en Croatie pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque de l'État indépendant de Croatie, cet État fantoche, l'État Ustashi. C'est alors qu'on a commencé à se servir du passé à des fins de manipulation. À partir de 1987, la télévision de Belgrade multiplie les programmes destinés à rappeler que les Serbes sont un peuple martyr, malmené par l'histoire. Un documentaire intitulé « Voici nos enfants », diffusé en 1991, est l'exemple typique de cette tendance. Ce film raconte une campagne de fouilles menée en Bosnie par des spéléologues qui exhument des victimes serbes tuées lors de la Seconde Guerre mondiale par le régime Ustashi. En 32 jours, près de 3000 corps sont remontés à la surface. Ils seront plus tard enterrés en présence de hauts dignitaires de l'Église orthodoxe. Tout est fait pour glorifier l'âme serbe et réveiller dans la mémoire collective des téléspectateurs le sentiment de persécution. Ainsi, l'ensemble du peuple croate est criminalisé. Celui d'hier, pour ce qu'il a fait entre 1941 et 1945, comme celui d'aujourd'hui, pour ce qu'il pourrait être tenté de recommencer. Grâce à l'utilisation des tragédies du passé, Milosevic espère devenir le nouveau maître de toute la Yougoslavie. Un nouveau Tito. Un Tito serbe. Slobodan Milosevic voulait la même chose que la plupart des politiciens serbes. Il voulait renforcer la position de la Serbie en Yougoslavie et créer une fédération plus centralisée. D'autre part, les communistes croates et slovènes voulaient, eux, une fédération de Yougoslavie un peu molle, un hybride de fédération ou une sorte de confédération. En fait, ce qu'était déjà la Yougoslavie conformément à la Constitution de 1974. Comme lors de la première Yougoslavie unifiée du roi Alexandre après 1918, ou celle de Tito après 1945, c'est une nouvelle fois le même débat qui ressurgit, celui de l'organisation de l'État. Quelle forme institutionnelle
doit avoir l'espace yougoslave. Pour Milosevic, la réponse est claire. Le modèle fédéral ne fonctionne plus. La Yougoslavie doit être recentralisée, avec lui à sa tête. Pobedit ćemo dakle, bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo. Da u svaku bitku ulazimo sa namerom da je dobijemo. Da nepravedne Pour modifier la constitution yougoslave dans le sens qu'il souhaite, Milosevic doit devenir majoritaire au sein de la présidence fédérale, seule instance compétente en la matière. Comment? En remplaçant les dirigeants des républiques et des provinces qui la composent. Et c'est grâce à la rue qu'il va imposer par la force ses alliés politiques. Zašto? Šta misliš, šta će se danas dogoditi? Treba da srušimo pokrajinskog posla. Octobre 88. Milosevic organise et finance des manifestations en Voïvodine, l'autre région autonome de la Serbie, pour y placer des proches à sa tête. C'est la révolution dite des yaourts. Dobar dan. Broj učesnika protestnog zbora u Titogradu rapidno raste. Čuju se parole, hoćemo ostavke, dolje foteljaši, mi ovo nismo htjeli. Janvier 89. Milosevic poursuit la même stratégie au Monténégro, qui se range de son côté. Crne Gore su i naši reporteri. Drugarice i drugovi, proglašenjem ustavnih amandmana vratili smo našoj republici državni i ustavni suverenitet. Mars 89. Milosevic fait adopter par le Parlement serbe la suppression de l'autonomie du Kosovo, dont les nouveaux dirigeants lui sont évidemment acquis. En seulement quelques mois, il a mis la main sur presque la moitié de la Yougoslavie. Milosevic pouvait compter sur 4 votes au sein de la présidence fédérale, sur le vote des Serbes, de la Voïvodine, du Kosovo et du Monténégro. La présidence fédérale comptait 9 membres. 8 y représentaient chacun une république ou une province, et le 9e était le président de la Ligue des communistes de Yougoslavie. Milosevic pensait que s'il gagnait le pouvoir dans la Ligue des communistes de Yougoslavie, il pourrait compter sur 5 voix sur 9 dans la présidence fédérale. Et une fois qu'il aura obtenu cette 5e voix, il sera majoritaire et pourra changer les institutions yougoslaves. Le 28 juin 1989, Slobodan Milosevic se rend une nouvelle fois au Kosovo. Il vient célébrer les 600 ans de la bataille de Kosovo-Polier, cette fameuse bataille de 1389 qui a fait du Kosovo la terre sacrée des Serbes. Des centaines de milliers de personnes viennent commémorer le courage et l'héroïsme de leurs lointains ancêtres. Surtout, ils viennent célébrer les récentes victoires de Milosevic et celles à venir. C'est le triomphe du nationalisme serbe. 6 vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene, ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti.
bez tih dobrih osobina koje su onda davno bile prisutne na polju Kosovo. Je pense que la clé de son succès est due au fait qu'il a réussi à satisfaire deux groupes distincts, ceux qui s'étaient prononcés pour un État national serbe et ceux qui parlaient de sauvegarder la Yougoslavie. Il a ainsi résolu la quadrature du cercle. Son succès n'était pas toujours égal avec les deux groupes, mais il est le seul qui a réussi à jouer sur les deux tableaux. À la fin des années 80, il y a eu cette coalition de nationalistes et de partisans de la Yougoslavie. Ces deux groupes soutenaient Milosevic. Alors que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter l'autoritarisme triomphant de Milosevic, c'est une toute autre histoire qui se déroule dans le reste de l'Europe de l'Est. À Sofia, Budapest ou Prague, le monde communiste se fissure. Partout, des hommes et des femmes réclament ce dont ils ont été privés pendant des décennies, la liberté. Cette révolution en marche trouvera son dénouement final en décembre 1989, avec la chute du mur de Berlin et la fin officielle de la guerre froide. En Yougoslavie, la Slovénie est la première à suivre ce mouvement. Un nationalisme slovène émerge, bien différent de celui prôné par Belgrade. En mai 1989, les intellectuels se font les porte-paroles de la population et rendent publique une déclaration. Nesporazumi, provokacije in tudi odkrite sovražnosti, ki jih danes doživljajo Slovenci v Jugoslaviji, nas pripričujejo o prelomnosti sedanjega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti. Ce que veut la société civile slovène, c'est le pluralisme politique, l'économie de marché et la liberté d'expression. La composition ethnique de cette république favorise une telle évolution. Du point de vue national, nous étions un pays très homogène. Étant les plus développés, nous avions un grand nombre de travailleurs venant du sud de la Yougoslavie. Les gens venaient travailler dans le bâtiment. Mais nous n'avions pas de minorité nationale. Ou plutôt, nous n'avions qu'une petite minorité hongroise et une petite minorité italienne. À part cela, nous étions un pays très homogène. C'était bien sûr très important en 1990, parce que c'était beaucoup plus facile que dans un État qui n'était pas homogène du point de vue de ses nationalités. Milan Kučan, le président de la Ligue des communistes slovènes, prend la tête du mouvement. Fin septembre 89, il fait adopter par le Parlement de Ljubljana une déclaration de souveraineté. Désormais, les lois slovènes l'emportent sur les lois fédérales. L'idée d'une indépendance commence à émerger. La classe politique croate suit naturellement le mouvement. Il faut dire que de l'autonomie des années 30 au printemps croate des années 70, elle a toujours cherché à s'affranchir du rôle trop important à ses yeux joué par Belgrade. Le nationalisme croate a traditionnellement deux ennemis. L'un est la Yougoslavie en tant que telle, l'autre les Serbes en général et les Serbes de Croatie en particulier. Cette idée provient de la thèse que les Serbes, qui forment la nation la plus grande, représentent toujours un danger pour le développement de la Croatie et que la Croatie est potentiellement toujours en position défavorisée, celle d'une nation plus faible. En 1989, la Ligue des communistes croates autorise le multipartisme. Plus d'une trentaine de partis politiques vont apparaître, 2 fois plus qu'en Slovénie. Partout, les meetings se multiplient. Želimo također konačno ukidanje pojma politička emigracija, koji danas u svijetu imaju samo totalitarni režimi, jer demokratska društva imaju samo opoziciju. Ko u tome može, u stvaranju tih epohalnih dostignuća, zanijekati zasluge i veličinu Tita
i političke snage koje je bio na čelu. Ako je netko spreman voditi bezumnu nacionalnu politiku, onda mora biti svjestan da se takva politika skupo plaća, da ona u pravilu vodi u katastrofu i zato joj i ovdje danas kažemo ne. Un certain Franjo Tudjman crée le HDZ, l'Union démocratique croate, une organisation résolument nationaliste. Âgé de 67 ans, il a été un des plus jeunes généraux de Tito dans les années 50. Il est devenu historien, puis surtout militant nationaliste. Il espère bien que grâce au climat actuel, lui et ses amis pourront imposer leurs idées. Mi ćemo hrvatsku politiku voditi u interesu hrvatskog naroda. Nećemo ništa drugo nego da budemo svoji na svome. Srbija je bila i ostala razlomak Jugoslavije. I zato Srbija ne može vladati sa Jugoslavijom. La Bosnie-Herzégovine, de son côté, ne veut pas entrer dans une logique d'affrontement avec la Serbie. La composition de sa population ne le lui permet pas. À la différence des autres républiques, aucun groupe ethnique n'y est majoritaire. C'est une véritable mosaïque. En 1991, il y a 40% de musulmans, 31% de Serbes et 17% de Croates, sans compter les autres minorités. Les Bosniaques sont très conscients que si la Yougoslavie s'écroule, ce sera très dangereux pour eux. Ils sont aussi conscients que si tout le monde plonge dans le nationalisme, ils vont avoir un problème, parce qu'il n'y a pas de nation majoritairement bosniaque. Et il y a des hommes politiques qui vont vouloir profiter de cela. Les politiciens musulmans vont invoquer une nation musulmane, des politiciens serbes une nation serbe, des politiciens croates une nation croate. Et si on regarde une carte de Bosnie-Herzégovine, on voit qu'elle est entourée sur deux côtés par la Croatie et sur un côté par la Serbie, ce qui est fondamentalement très dangereux. Les élites politiques de Bosnie-Herzégovine vont finalement se rabattre sur une défense un peu vaine du dogme titiste. C'est-à-dire, on défend la Constitution de 1974, point. D'une part, parce qu'on craint de perdre, dans tous les cas de figure, si on touche à cet ordre-là. Et d'autre part, parce qu'on craint aussi que si on touche à cet ordre-là, on va diviser la Ligue des communistes de Bosnie-Herzégovine elle-même. Belgrade, 22 janvier 1990. 14e congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie. Pour Milosevic, c'est l'heure de vérité. S'il parvient à faire élire un de ses proches à la présidence de la Ligue, il obtiendra la fameuse 5e voix qui lui manque au sein de la présidence fédérale. Et plus personne ne sera en mesure de s'opposer à lui. Les recherches sociologiques menées au sein du parti, parmi les membres de la Ligue communiste de Yougoslavie, ont montré que Milosevic était très populaire dans les rangs du parti. Au sein du parti, la structure ethnique était bien plus favorable à la Serbie. Autrement dit, il y avait plus de Serbes dans le parti qu'il n'y en avait parmi la population. Certains peuples, comme les Slovènes, étaient sous-représentés. Les Monténégrins, eux, étaient fortement représentés car ils étaient déjà sous l'influence de Milosevic. Dès le lendemain, au deuxième jour du congrès, les délégations slovènes et croates quittent la salle. Elles refusent le coup de force de Milosevic. Le congrès est ajourné, il ne reprendra jamais. La Ligue des communistes de Yougoslavie cesse d'exister. L'homme fort de Belgrade a perdu son pari. Il ne régnera pas sur l'ensemble de la Yougoslavie. Il va devoir réviser ses ambitions et agir différemment. Désormais, la fédération est divisée en deux. La Serbie et ses alliés d'un côté forment un bloc centralisateur et autoritaire. De l'autre, la Croatie et la Slovénie, avec la Macédoine, prônent une évolution confédérale du système. L'antagonisme est total. Isolée, la République de Bosnie-Herzégovine refuse de choisir. La désintégration de la Yougoslavie est en marche.
2 mois plus tard, en avril 90, on vote en Slovénie. Ce sont les premières élections libres organisées en Yougoslavie depuis 1945. Milan Kučan, le dirigeant de la Ligue des communistes slovènes, est élu président de la République. Le gouvernement slovène de 1990 visait à instaurer le capitalisme. C'était un des objectifs. Le deuxième objectif était de devenir indépendant, si ce n'est que l'indépendance n'était pas encore parfaitement définie. La Slovénie avait l'idée que son statut allait simplement changer. C'était à l'époque où il devenait clair que la Yougoslavie cesserait d'exister en tant qu'État. Et on se demandait quelle forme prendrait la dislocation. Serait-elle pacifique ou cela passerait-il par la guerre ? En Croatie aussi, le processus démocratique suit son cours. Le 6 mai 1990, le HDZ remporte les élections législatives et Franjo Tudjman devient président. Il va pouvoir appliquer son programme, bâtir un État croate réservé aux seuls Croates. Pourtant, plus de 20% de la population est serbe, slovène, hongroise ou musulmane. Comme la Serbie de Milosevic, la nouvelle Croatie de Tudjman remet en question les dogmes historiques de l'époque de Tito et manipule la mémoire à des fins partisanes. Mais dans un sens opposé. Les victimes de la grande histoire ne sont plus serbes. Désormais, elles sont croates. Un nationalisme ethnique s'installe au pouvoir. Pobornici hegemonističko-unitarističkih ili jugoslavensko-velikodržavnih shvaćanja vide u programskim ciljevima HDZ ništa drugo do zahtjeve za obnovom ustaške NDH. Pritom zaboravljaju da NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako povijesnih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom. Vous avez la réhabilitation, ou plutôt une tentative révisionniste très intense pour déclarer que les Ustashi, qui étaient des fascistes et des nationalistes croates pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sont considérés désormais que comme des anticommunistes. Et personne alors n'a dit « c'est quand même un délit de prôner le fascisme et de nier le génocide et le nettoyage ethnique des Serbes, des Roms et des Juifs qui ont eu lieu en Croatie ». Soudain, personne ne s'opposait plus à cela. Tudjman choisit comme nouveau drapeau de la République de Croatie le drapeau traditionnel à damier rouge et blanc, qui remonte au XVIe siècle. Ante Pavelić, le chef des Ustashi, avait adopté le même drapeau à quelques nuances près en 1941. Il franchit ensuite une nouvelle étape dans l'élaboration d'un futur État ethniquement homogène. Les Serbes de Croatie, qui représentent 12% de la population, se voient retirer le statut de peuple constitutif de la République, un statut qui remonte à 1945. Ils ne forment plus qu'une minorité nationale comme les autres. Du jour au lendemain, ils perdent toute influence politique et économique. Srpski politički narod bi morao imati sva prava kao hrvatski narod u ovoj republici kada bi bila historijska i demokratska. To je genocidni akt i genocidni recidiv jedne politike. En Krajina, une région du sud-ouest de la Croatie, peuplée majoritairement de Serbes, la politique menée par Franjo Tudjman radicalise les esprits. Upotrebljava za nas izraze kao pučanstvo, banda, teroristi koji ni jedan metak nisu ispalili. Kakvi su to teroristi? Ono nikakoj demokratiji, nego on samo uzbuđiva hrvatski narod, još da bude uzbuđeniji i da mi budemo protiv toga naroda. 41. godine bježao sam ovdje, a sad ne bi išao vidjeti. À l'été 1990, les Serbes de Krajina prennent les armes contre les autorités croates. Partout, des barricades apparaissent. La région s'isole du reste du pays. A šta vi radite, ljudi? Stražarimo je, da ne bi naišli. Ko? Ma ko, Tudjmanovci. Le 26 août 1990, la Krajina proclame unilatéralement son autonomie.
Tudjman perd de facto le contrôle de la région. Mi nikoga nećemo ubijati ako nismo izazvani. A kad je Srbin u nevolji, kad je izazvan, onda se zna šta on radi i kako se brani. Pour Milosevic, le soulèvement des Serbes de Croatie est une aubaine. Il les soutient aussi bien politiquement que militairement. Depuis son échec au 14e congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie, en janvier 90, l'homme fort de Belgrade poursuit désormais un autre objectif. Bâtir et diriger ce qu'il appelle une Yougoslavie partielle, composée de la Serbie, du Monténégro, de la Macédoine, d'une partie de la Bosnie et des territoires serbes de Croatie. La réunion de tous les Serbes dans un seul État, fût-il à l'intérieur d'une Yougoslavie partielle, se heurte au projet nationaliste de Tudjman, qui refuse de voir son pays amputé de la Krajina. L'escalade semble irréversible. Chaque action de Slobodan Milosevic provoquait la réaction de Franjo Tudjman et vice-versa. Cela a toujours été comme ça dans l'histoire des Serbes et des Croates. Chaque action des nationalistes serbes provoquait la réaction des nationalistes croates et inversement. C'était comme cela. C'était un jeu. Les Serbes et les Croates ont toujours lutté pour le pouvoir en Yougoslavie. Évidemment, le nationalisme était maintenu par la peur, par le sentiment d'être menacé par l'autre, par la conviction que l'autre souhaite nous infliger du mal. Donc, la plupart des dynamiques nationalistes n'étaient pas basées sur le souhait d'un grand État serbe, albanais ou croate, parce qu'on trouvait cette idée attirante et qu'elle nous emplissait d'enthousiasme, mais bien plus sur la peur d'être dominé par l'autre. Malgré leurs projets concurrents, Milosevic et Tudjman sont d'accord sur un point. Les frontières géographiques de chacun de leurs futurs États devront correspondre à leurs frontières ethniques. Résultat, la République de Bosnie-Herzégovine, peuplée de musulmans, mais aussi de Croates et de Serbes, va être la grande victime de leurs ambitions. Ils semblaient être adversaires, ce qu'ils étaient bien sûr. Tudjman voulait une Croatie indépendante. Il voulait chaque centimètre du territoire croate et aussi une bonne partie du territoire bosniaque. Milosevic visait, lui, une Yougoslavie partielle, qui, de son point de vue, devait inclure aussi une partie de la Bosnie-Herzégovine. Depuis les élections de décembre 1990, c'est Alija Izetbegović, le leader des musulmans, qui préside la Bosnie-Herzégovine. Mais il ne préside qu'une coquille vide. Il doit partager le pouvoir avec les Croates et les Serbes de Bosnie. Son pays est au bord de la guerre civile. La question est, que veulent les musulmans? Que veut Alija Izetbegović? Il est très conscient du fait que les musulmans forment le plus grand groupe, mais ne sont pas majoritaires dans la population. Et bien sûr, ça lui pose un énorme problème. Parce que si la Yougoslavie s'écroule, que va devenir la Bosnie? En mars et avril 1991, Tudjman et Milosevic se rencontrent à 2 reprises, alors même que la situation des Serbes de Croatie peut dégénérer en un conflit ouvert. Au menu de leur discussion, le démembrement de la Bosnie-Herzégovine. Milosevic et Tudjman élaboraient différents projets et se mettaient ensuite d'accord. L'une des possibilités était la division de la Bosnie-Herzégovine. La partie dans laquelle les Serbes sont majoritaires appartiendrait à la Serbie. Et la partie où les Croates sont les plus nombreux reviendrait à la Croatie. Mais il restait toujours la question. Que faire avec les musulmans? Doit-on former un petit État musulman ou simplement les répartir? Milosevic et Tudjman pensent que Izetbegović est un acteur faible, sans armes, pour dire les choses simplement, et qu'ils pourront lui imposer leur volonté. Izetbegović refuse le projet de partition de la Bosnie-Herzégovine
Parce que dans une partition de la Bosnie-Herzégovine, les musulmans ne peuvent que perdre et se retrouver avec un mini-État non viable, n'associant pas dans un seul territoire toutes les populations musulmanes. En s'opposant à Milosevic et à Tudjman, Izetbegovic sait qu'une guerre interviendra tôt ou tard sur le sol de son pays. En attendant, le processus de décomposition politique de la Yougoslavie, amorcé avec les élections en Slovénie et en Croatie, entre dans sa phase finale. Objavljujemo cijelome svijetu da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom I suverenom državom. Slovesno razglasim, da se je slovenski narod odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance. La Fédération socialiste de Yougoslavie, créée en 1945 par Tito, n'existe plus. Ces images de liesse populaire à Zagreb ou Ljubljana cachent mal la tragédie qui s'annonce. L'explosion des nationalismes, la manipulation des tragédies du passé et les stratégies suicidaires des principaux acteurs politiques ont fait leur œuvre. Nemojte da se neko dijete izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Ovo je živ. Cette décennie de guerre aura été d'une brutalité inouïe. 150 000 morts, dont les 2 tiers en Bosnie. Un nettoyage ethnique généralisé. Plus de 2 millions de réfugiés et de déplacés. Et partout, la victoire des nationalismes. Pour imposer la paix, la communauté internationale accepte que 7 États succèdent à l'ancienne Yougoslavie multiethnique. La Slovénie, la Croatie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine. Le Kosovo, reconnu par plus de la moitié des membres de l'ONU, est indépendant de fait. Reste le cas de la Bosnie-Herzégovine. C'est sur son sol que les tragédies ont été les plus sanglantes. Les accords de Dayton de décembre 1995 créent un État pacifié mais ingouvernable. La Bosnie-Herzégovine est désormais l'union de 2 entités distinctes, avec chacune leurs institutions. La République serbe de Bosnie, peuplée de Serbes, et la Fédération de Bosnie et Herzégovine, peuplée de musulmans et de Croates. Sarajevo, la capitale de l'ensemble, accueille la présidence collégiale représentant les 3 communautés, ainsi qu'un haut représentant de la communauté internationale. Le pays est en réalité sous tutelle, surtout avec 40% de chômage et des partis nationalistes toujours au pouvoir depuis la guerre. Il est profondément déchiré. Si vous allez sur le terrain et si vous parlez avec les gens,
vous remarquerez que les Serbes font leurs courses dans des magasins dont les patrons sont serbes, les Bosniaques dans ceux dirigés par des Bosniaques. Les gens fréquentent les cafés dont les patrons sont de leur nationalité. Si vous jetez un regard sociologique, vous verrez quelque chose que la métaphore du conflit gelé décrit le mieux. Il me semble donc qu'il existe une sorte de tension qui, dans des conditions propices, pourrait exploser de nouveau. En Bosnie, comme en Serbie, en Croatie ou au Kosovo, personne n'a oublié. Les drames des années 1990 sont bien plus que d'encombrants souvenirs. Ils restent des blessures à vif. À l'image des cérémonies des 20 ans du génocide de Srebrenica en Bosnie, en juillet 2015. Aleksandar Vučić, le Premier ministre de la Serbie, qui a accepté la responsabilité de son pays dans cette tragédie, mais sans reconnaître l'existence d'un génocide, a été contraint de quitter les lieux sous les menaces de la foule. À la guerre des armes a succédé une autre guerre, celle des souvenirs et des mémoires concurrentes. La manière dont certaines structures politiques se positionnent envers les victimes est horrible. Les dirigeants bosniaques mettent l'accent sur les victimes bosniaques, les dirigeants serbes sur les victimes serbes, les leaders croates sur les victimes croates. C'est bien là notre plus grand problème. Quand ils font leur discours, et même quand ils s'excusent, ils parlent de toutes les victimes. Mais on sait très bien qu'au fond, ils ne se confrontent pas vraiment à la vérité. Si de chaque côté, un certain nombre de personnes est persuadé que sa nation est la seule victime de ces guerres, il sème ainsi les graines de conflits futurs. Et actuellement, nous en sommes témoins. Il n'y a pas assez de compassion envers les victimes des autres nations, mais bien plus une auto-victimisation de la part de chaque nation. Il faudra sans doute des années avant que les peuples des Balkans et leurs dirigeants parviennent à reconnaître leurs responsabilités respectives dans les tragédies des années 1990. Mais c'est une nécessité. La réconciliation et la construction de démocraties stables sont à ce prix. Pour cela, l'Union européenne doit jouer tout son rôle. Elle, qui a su intégrer la Slovénie et la Croatie, connaît aujourd'hui une crise profonde marquée par la montée de l'euroscepticisme, des nationalismes et une impuissance coupable devant les drames du Moyen-Orient. Toute nouvelle intégration est désormais suspendue. Pourtant, l'Union européenne ne peut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, c'était en 2012, elle recevait le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la transformation d'un continent de guerre en continent de paix. Alors, comment pourrait-elle continuer à se détourner de son propre passé? Comment pourrait-elle laisser ces peuples des Balkans à sa périphérie et refuser de les accueillir, eux, qui ont toujours été au cœur de l'histoire du continent européen? Ispričat ću vam vic koji se priča na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije, znači osim Bosne i Hercegovine svugdje. Kad je Raj došlo do vrata, što kažemo mi 5 do 12, otišli su na Titov grob i zamolili ga, druže Tito, vrati nam se. Na šta je on odgovorio, nisam lud.